Bon, j'ai rebondi sur le mot inquiétude parce que je crois que des inquiétudes, on en a tous. Et on en a entendu beaucoup ce soir. Mais que s'est-il passé pour qu'il y ait ce basculement? Parce qu'au fond, il n'y a pas eu d'événement majeur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, une des explications, ça peut être le basculement des principaux problèmes de société, comme l'immigration, comme le terrorisme, comme d'autres problèmes, je pense au changement climatique, le basculement vers des défis mondiaux. C'est-à-dire que les États ne peuvent plus traiter ces problèmes seuls parce que ces problèmes se sont globalisés, parce que nous sommes devenus tous interdépendants. Et donc, il faudrait arriver à régler ces défis au plan mondial. Et c'est pour ça que j'ai proposé de dire, mais comment faire un État de droit alors qu'on n'a pas d'État mondial? Et on ne souhaite pas avoir un État mondial. Ça risquerait d'être un empire. On aurait ou l'empire américain ou l'empire chinois, ou une lutte, ça serait encore pire peut-être, une lutte entre l'empire américain et l'empire chinois. Donc peut-être qu'une des explications de ce qui s'est passé, c'est au fond, il y a une sorte de politique de surenchère au niveau national parce qu'on est impuissant. Parce que les États sont impuissants. Ils sont impuissants à garantir la sécurité face au terrorisme parce que le terrorisme est global et que ce n'est pas en faisant l'état d'urgence en France ou ailleurs qu'on va régler un problème global. Ils n'arrivent pas à régler le problème des migrations parce qu'à partir d'un seul État, même d'ailleurs à partir d'une région comme l'Europe, c'est pas possible, le problème est beaucoup plus large. Donc on peut avoir une sorte d'explication de la surenchère par l'impuissance. Et c'est quand même assez consternant de voir qu'on en arrive à cette idée que la sécurité qui était une sorte de balance entre liberté, sécurité, la fameuse loi perfide, ça remonte à 40 ans. Et c'est pas si loin que ça. Et là, on essayait de faire un équilibre entre sécurité et liberté. Et là, on a complètement basculé au point d'entendre des responsables politiques de haut niveau dire la sécurité première des libertés. C'est-à-dire que le mot liberté est effacé progressivement. D'ailleurs, on peut se demander s'il ne faudra pas un jour changer la devise républicaine, parce que liberté, égalité, fraternité, qu'est-ce que ça veut dire à l'heure actuelle? Il faudrait la remplacer. Vous mettrez quoi? Sécurité au lieu de liberté? Peut-être prévisibilité, puisqu'on veut maintenant prévoir, c'est la police prédictive, il faut prévoir le crime de plus en plus haut en amont, c'est l'intention criminelle, donc prévisibilité, et puis le mot passe-partout, le mot en même temps qui est devenu l'équivalent de ce qu'était la légitimité ou la légalité, c'est l'efficacité. Donc peut-être que sur le fronton de nos mairies, on verra un jour sécurité, prévisibilité, efficacité. C'est ce que l'on peut craindre. Ne l'applaudissez pas parce qu'au contraire, il faut le tuer. C'est pas ça que vous avez nommé. Voilà. Mais en tout cas, pour en être arrivé là, une des hypothèses que je fais, que je formule, c'est qu'il y a une sorte d'impuissance des États, donc une surenchère pour dire on est quand même là, on fait quelque chose, vous voyez, on fait des lois, on renforce la répression, mais on sait très bien que le risque zéro n'existant pas, c'est une course qui est perdue d'avance, puisqu'il y aura toujours un incident, un accident, un attentat, on ne peut pas se protéger contre tous les risques, donc cette logique de fuite en avant, de surenchère est très dangereuse. Cela étant, comment faire un État de droit sans créer un État ou un empire mondial? Alors là, c'est pas évident. L'État de droit, au fond, c'est quoi? Parce que c'est un mot comme ça qu'on emploie beaucoup. On est pour ou on est contre, mais on ne sait pas toujours très bien de quoi on parle quand on emploie ces mots-là. Alors, moi, je dirais de façon peut-être un peu moins vague que c'est deux choses, en fait. C'est une organisation politique des pouvoirs qui soit aussi démocratique que possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des pouvoirs et des contre-pouvoirs. C'est la vieille idée de Montesquieu, le pouvoir arrête le pouvoir, et le pouvoir et les contre-pouvoirs. Le problème, c'est qu'à mesure que la mondialisation se développe, il y a une confusion des pouvoirs qui se renforce. C'est exactement l'inverse. Ce n'est pas la séparation des pouvoirs, c'est la confusion des pouvoirs. À l'échelle mondiale,
il n'y a pas de Parlement, donc il n'y a pas de pouvoir législatif, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de pouvoir exécutif. Le Conseil de sécurité, avec le système de domination des États, c'est totalement inégalitaire, ça ne peut pas passer pour un exécutif démocratique. Et le judiciaire, il existe très peu, il y a la Cour pénale internationale, mais elle juge quelques crimes contre l'humanité, quelques-uns en 20 ans presque. Ça ne va pas très loin du point de vue quotidien, du point de vue de la justice quotidienne. Donc on a une absence de pouvoir au niveau mondial et du coup une confusion des pouvoirs parce que ceux qui négocient les textes et qui font la loi internationale sont les exécutifs des États, sont les gouvernements, sont les diplomates. Il y a donc une confusion des pouvoirs et au point de vue pratique, qui applique le droit international? Soit il n'est pas appliqué du tout, soit il est appliqué plutôt par les juges nationaux, chacun l'appliquant selon sa propre culture juridique, selon son propre système juridique. En revanche, ce qu'on voit entrer maintenant sur la scène des pouvoirs à l'échelle mondiale, ce sont les acteurs non étatiques. Et ça, c'est quand même intéressant, parce que je dirais c'est pour le meilleur et pour le pire. Parce qu'on a à la fois une montée en puissance des pouvoirs économiques privés, les grandes entreprises transnationales, qui font leurs propres lois, qui font leurs propres arbitrages, qui sont des arbitrages privés. Donc on a un pouvoir économique qui devient un pouvoir politique, en quelque sorte, mais il y a aussi des contre-pouvoirs potentiels. Je pense au rôle des scientifiques, par exemple, dans le changement climatique. Ils ont sans doute servi de déclencheurs pour les migrations, pour éviter la catastrophe humanitaire des migrations. Je pense que les démographes ont joué un rôle, ils peuvent jouer encore un rôle important. Donc il y a une sorte de contre-pouvoir scientifique, mais à condition de ne pas avoir une foi aveugle dans la science avec un S majuscule. Donc il y a aussi les acteurs civiques, les organisations non gouvernementales, les citoyens. Alors cela étant, l'état de droit, c'est aussi et surtout le respect des droits fondamentaux. Et là, on peut s'inquiéter de voir qu'au fond, on avait un texte qui pouvait être fondateur de cet état de droit mondial, c'était la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Malheureusement, quand on voit cette désaffection dont Jean-Marie Delarue parlait tout à l'heure, des citoyens pour les droits de l'homme, on a le sentiment qu'il y a une sorte d'échec. En fait, c'est plus compliqué. La Déclaration universelle des droits de l'homme, en elle-même, ce n'est qu'une déclaration. Mais elle a été suivie de toute une série de textes qui ont une force contraignante pour les États, des conventions régionales, conventions européennes des droits de l'homme, conventions américaines, conventions africaines, et puis des textes qui font des recommandations. Donc on a une vaste constellation qu'on peut appeler constellation droit des droits de l'homme ou droit international des droits de l'homme. Le problème, c'est que quand ils sont à mesure qu'ils entrent dans le droit positif, dans le droit réel, les droits de l'homme révèlent leurs faiblesses. Alors leur faiblesse, c'est d'abord qu'ils sont souvent très vagues dans la formulation. On ne sait pas très bien ce que c'est que le droit à la vie privée, que le droit au respect de la dignité. On donne un sens, on lui donne le sens souhaité, mais il est facile de proposer d'autres sens moins efficaces. Donc on a des concepts qui sont restés flous, on a des valeurs qui sont conflictuelles, et là le débat qu'on vient d'avoir sur sécurité et liberté est tout à fait significatif. Je crois que ce dont on a besoin, c'est en réalité de principes conciliateurs pour arriver à faire travailler ensemble des valeurs conflictuelles. La sécurité et la liberté, c'était l'ambition de la loi Perfit, qui n'a pas été très loin, parce que, en fait, le principe qui permettrait de concilier un certain droit à la sécurité, ou plutôt à la sûreté, et un droit à la liberté, c'est le principe de dignité. Je crois que Jean-Marie Delarue l'a évoqué souvent dans ses récentes interventions. La dignité, c'est ce qui permet à la fois de limiter les excès de la sécurité. On ne torture pas quelqu'un sous prétexte qu'il est accusé de terrorisme, ou même sous prétexte qu'il est condamné pour terrorisme. Ce n'est pas une raison pour pratiquer des traitements inhumains ou dégradants.
comme ce qu'on a vu à Caraïbes sur les photos qui avaient été publiées à l'époque. On n'attache pas des prisonniers nus en les tenant en laisse et en les obligeant à laver leur nourriture. C'est inacceptable, quels que soient les actes qui ont été commis. Donc on a ce principe de dignité qui est un principe régulateur en fait, qui permet de concilier les contraintes. Et on peut retrouver des équivalents sur d'autres conflits potentiels, comme le conflit entre la compétition et la coopération dans le domaine économique, le conflit qui touche beaucoup aux problèmes environnementaux de l'innovation et de la conservation. On peut penser, développer à l'échelle mondiale et a fortiori à l'échelle nationale une sorte de principe régulateur qui permettent de dépasser les conflits apparents. Et puis le grand problème, c'est que les droits de l'homme sont souvent des normes ineffectives. Ce qui veut dire qu'elles ne sont pas appliquées, soit parce qu'il n'y a pas d'organe de contrôle, alors il faut attendre que le juge national s'en empare, ça peut prendre un certain temps, ça ne peut jamais advenir, soit il n'y a pas de contrôle, soit le contrôle est lui-même inefficace parce qu'on n'a pas les éléments de preuve nécessaires pour condamner les États en violation des droits de l'homme. Alors, il y a peut-être une piste. Je vais être obligé de vous demander. Oui. Alors, je conclue pour dire que peut-être pourrait-on tester la possibilité de cet État de droit sans État à travers l'expérience européenne. Vous allez me dire que l'Europe, ce n'est pas un bon exemple parce qu'elle est en pleine déconfiture, mais précisément, ce qui est intéressant dans l'Europe, c'est un endroit où on a essayé de faire un État de droit sans État, avec des États multiples. Et dans un laboratoire, je dis souvent l'Europe est un laboratoire parce que dans un laboratoire, les échecs sont aussi intéressants que les réussites. Alors, essayez de comprendre pourquoi il y a eu l'échec en Europe, ça peut aider à progresser. Et je dirais que l'Europe, elle marche quand on a à la fois l'esprit de la règle et la règle elle-même. L'esprit de la règle, ce sont principalement les droits fondamentaux. La règle elle-même, ce sont les techniques qui peuvent être différentes d'un État à l'autre. Donc ce que l'Europe montre, c'est qu'on peut peut-être avoir à la fois un esprit commun avec des objectifs communs à atteindre et des règles différenciées selon les États. Donc on peut avoir, sans État mondial, quelque chose qui ressemblerait à un État de droit défini par l'esprit commun et avec ensuite une marge de manœuvre pour les règles des États. Alors voilà, si vous voulez, pour résumer ce que je propose de dire. Et finalement, on aurait besoin de repenser l'organisation des pouvoirs d'une façon complètement différente. Au lieu de parler de la séparation, peut-être parler de l'agrégation et d'une gouvernance que j'appellerais SVP, savoir, pouvoir et pouvoir. C'est peut-être qu'on proposera à Montesquieu, si vous l'invitiez, à venir nous aider à sortir de ce poteau noir où nous nous trouvons actuellement.